Et bonjour, bienvenue dans FNIM Top Chrono, une journée marathon, 8 tables rondes. On attaque la seconde partie de la journée et nous allons parler justement d'entreprise, de business. Le marché de l'immobilier, vous le savez, traverse des bouleversements sans précédent, nouveaux usages, exigences réglementaires, digitalisation, on en a parlé ce matin, et attentes grandissantes des clients. Dans ce contexte, une question cruciale se pose à tous les professionnels. Faut-il se spécialiser ou diversifier son activité pour assurer la pérennité et la rentabilité au passage de son entreprise ? Pour cette table ronde, justement, pour parler du sujet, je réunis des figures majeures du secteur, dirigeants de grands réseaux, entrepreneurs et experts. Ensemble, ils vont partager leur vision, leur réussite, leurs doutes parfois. On va justement en discuter sans tabou, je vous l'ai promis, tout au long de cette journée. Mais surtout, leur stratégie concrète face à ces choix déterminants. Spécialisation, diversification, quel levier pour rester compétitif? Quel risque à éviter? Le débat est ouvert. Cap sur l'immobilier de demain. J'accueille Eric Alouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de ERA Immobilier France. Bienvenue sur cette table ronde. Guillaume Martineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coopérative Orpi. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Cédric Lavaux. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors vous êtes directeur général de Sorec, qui est ADB, c'est ça, et transactionnaire, et directeur général et fondateur de Staff Promotion. Donc, comme son nom l'indique, vous faites de la promotion et vous êtes également administrateur FNIM, on le précise. Gérard Coll, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Galian. Merci d'être avec nous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Quel est selon vous le modèle le plus viable aujourd'hui? Quelle est la stratégie que vous avez choisie pour votre groupe, votre réseau, votre coopérative? La spécialisation sur un métier ou la diversification des activités? Alors on va peut-être commencer avec vous, Guillaume. Ah bah voilà, il fallait que ça tombe sur une personne, c'est moi. C'est ça, c'est le rond rouge en fait. C'est ça, ça arrange tout le monde. Et la spécialisation, je pense que c'est pas possible pour nous. La crise, les années qu'on vient de vivre nous montrent que les agences qui sont sorties le mieux sont celles qui avaient une diversification de leur métier, de leur offre. Donc les métiers traditionnels de l'immobilier, on les fait tous chez Orpi. Et notre stratégie, effectivement, c'est d'aller vers une diversification, un élargissement de ce qu'on va apporter à nos clients. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand ils rentrent dans nos agences, ils attendent plus. Le constat qu'on a fait, c'était que les clients étaient en fait satisfaits de passer par une agence. Et qu'au final, ils finissaient par dire que, ils auraient pu le faire eux-mêmes, pratiquement. Pas tout, mais pas loin. Donc ça nous a amené à réfléchir à ce qu'on devait amener pour demain. Et donc on va effectivement aller sur des sujets beaucoup plus vastes que la transaction ou la location ou la gestion. Et d'ailleurs, je crois que vous envisagez de ne plus parler justement de transaction, de ne plus utiliser ce terme-là. Non, je crois pas. Non, une offre globale. Oui, une offre globale. C'est-à-dire qu'en fait, de montrer qu'on peut tout trouver. En rentrant dans une agence, on doit être en capacité de répondre et de dire oui à nos clients. Alors, il y a ce que pourront faire les agences en local et ce que ne pourront pas faire les agences. Alors, le siège le fera. Donc, en fait, c'est de permettre à tous nos associés de répondre positivement à la demande des clients et pas juste de se contenter d'avoir des partenariats ou d'aller partir ailleurs. Donc, on va intégrer des services au siège. On a créé des filiales et on lance, là ça démarre. Donc notre réseau sera, je pense, prêt d'ici un an et demi pour vraiment tout mettre en place. Mais enfin, en tout cas, on a structuré déjà depuis un an et là, on est en train d'accélérer. Donc des services au siège, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, une agence Orpi qui est uniquement transactionnaire, si un de ses clients lui demande de faire de l'administration de biens, donc de la gestion locative, il pourra l'orienter au siège et une nourrice. La nourrice ADB, ça, on est maintenant en capacité de le faire. Ceux qui n'en faisaient pas, maintenant le siège peut le faire, tout en ayant vocation à retransmettre après ses lots. On n'a pas vocation à garder les lots au siège, mais enfin en attendant, ou racheter des cabinets. Donc aller plus loin sur le financement, sur les assurances. Vraiment offrir une palette large et complète pour qu'un client se dise, en étant avec cette agence-là, je ne suis pas obligé d'aller courir dans tous les sens pour tout faire. Il passe la porte et il reste. On espère. En tout cas, on dit oui à nos clients. Donc, il va falloir professionnaliser notre réseau. Ça, c'est le gros enjeu. C'est en fait de montrer qu'il y a ceux qui ne vont pas vouloir changer en se disant on a toujours fait comme ça, donc on ne veut pas changer. Et on connaît l'ampleur des défis. On sort d'une transformation digitale en 4 ans. On a réussi. Donc maintenant, il faut transformer le réseau sur la pratique du métier. Et puis montrer que la crise qu'on vient de vivre a été... Enfin, je pense que dans les autres réseaux, c'est pareil. Mais enfin, nous, on l'a prise de plein fouet. Ouais. Elle a été violente. Et ça nous a montré qu'on en a perdu, on en a regagné. Mais enfin, on en a quand même plus perdu que gagné. Donc, il faut urgemment apporter des services en plus. Eric Alouche, peut-on être encore uniquement transactionnaire? Alors, quand on a la chance d'avoir un client, il faut lui offrir le service qu'il attend.
Donc effectivement, ça veut dire tous les services immobiliers, évidemment en premier lieu. Donc après les autres services, effectivement, pourquoi pas. C'est aussi des choses que nous faisons, notamment avec des partenaires dans les assurances, etc. Mais il faut pouvoir lui offrir tous les services souhaités. Après, donc évidemment, les agents SERA font de l'administration de biens, de la transaction locative, du syndic, qui est un peu particulier, donc tout le monde ne fait pas du syndic, mais donc tous les services sont proposés. Après, quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, qui crée son agence immobilière, c'est pas forcément évident d'être sur tous les fronts. Tout simplement parce qu'un portefeuille de gestion ne rapporte pas tout de suite. Ça prend du temps avant d'avoir suffisamment de lots qui sont rémunérateurs en matière de gestion. Donc effectivement, il faut se concentrer principalement sur la transaction. Ça ne veut pas dire qu'on doit repousser la gestion et la refuser. À ce moment-là, on s'appuie sur un partenaire afin de faire ça en nourrice. Mais évidemment, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, à savoir qu'il faut offrir tous les services à nos clients. En fait, l'idée, c'est de ne pas dire non à son client. On ne dit jamais non à un client et on lui offre le service. Après, quand on démarre dans l'immobilier, qu'on crée son agence immobilière, donc on crée son entreprise, si on est sur tous les fronts, et notamment sur les lots de gestion qui rapportent beaucoup moins, évidemment, que la transaction, on risque de se perdre et rapidement d'avoir des difficultés financières. Donc, il faut effectivement se concentrer sur la transaction, tout en proposant le service gestion, mais effectivement, via une nourrice. Cédric, alors vous êtes un entrepreneur, vous êtes un businessman, vous avez justement fondé une agence de promotion, vous êtes ADB, vous êtes transactionnaire, vous faites tous les métiers. Syndic, ouais. Syndic également. Clairement, on voit que la diversification, ça fait partie de votre stratégie. Comment une activité récurrente, justement, influence-t-elle la solidité d'une entreprise? Vous en êtes arrivé à ce constat-là? Moi, j'en suis arrivé à ce constat-là. J'ai une chance préalable, c'est que le papa de mon associé a fondé cette agence en 66. Donc, on bénéficie d'un travail qui a été créé depuis plus de 60 ans maintenant. Et effectivement, on ne peut pas s'improviser agent immobilier et maîtriser ces trois métiers-là en partant de zéro et d'une page blanche. Il y a quelques délais à respecter, quelques étapes. Et je pense que la thématique de votre table, elle est très intéressante. Je pense que les remarques de mes confrères aussi est très intéressante. Diversification ou spécialisation, moi j'aurais pas mis ou, j'aurais mis et. Parce qu'en fait, la diversification n'est possible qu'au prix d'une hyper-spécialisation de chacun des domaines dans lesquels on exerce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des généralistes d'à peu près tout, parce que finalement, on va devenir des professionnels d'à peu près rien. Les métiers sont devenus tellement pointus. Chacun, le syndic de copropriété est devenu d'une exigence, d'une connaissance et connaît une évolution telle, devient le pivot aussi de la relation centrale dans l'agence immobilière entre tous les services, la gestion, le syndic de copropriété, que cette mécanique de réussite n'est possible qu'à partir du moment où on hyper spécialise chacun de nos métiers. Et ça, c'est important de le préciser. Pas croire que c'est facile, justement. Ça demande encore plus de travail, plus de rigueur, plus d'investissement, en fait, de la part du professionnel. Oui, alors, la difficulté, c'est que le piège, en fait, dans lequel nous, on essaye de répondre, c'est que de ne pas tomber dans le piège que chaque métier soit géré comme un tunnel, parce qu'il faut créer une forme de verticalité dans chaque service pour que chaque service soit ultra performant et ultra spécialisé. Mais ce qui va être intéressant après dans la stratégie de l'agence immobilière, c'est comment on crée des liens entre chaque service pour que ces services communiquent les uns avec les autres et que la valeur ajoutée de l'agence, finalement, soit aussi par rapport à sa diversité. Alors Gérard, vous êtes président de Galian SMA BTP, donc je rappelle que c'est né d'une fusion de Galian et de SMA BTP. C'est une société d'assurance indépendante créée par et pour des professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors c'est vrai que vous êtes très friand de retours, vous faites beaucoup d'études avec des cabinets de conseil et puis vous voyez, ce sont vos clients, vous fournissez des produits d'assurance. Quel est le retour que vous avez justement sur une stratégie gagnante d'entreprise? Le retour, déjà, effectivement, c'est de ne pas prendre parti par rapport au sujet de départ qui est de dire spécialisation ou diversification. Bien évidemment, nous, notre rôle, et je précise quand même qu'avant d'être président de Galian, je suis aussi administrateur de biens sur la Haute-Savoie, Annecy, et donc les activités syndiques et autres, et l'ensemble du conseil d'administration est composé de professionnels de l'immobilier. Donc, en fait, on a une réelle expertise et puis surtout un vrai feedback de ce qui se passe sur le terrain. Nous, pour faire très simple, en fait, on est là pour accompagner justement tous les professionnels qui souhaitent se
diversifier. Parce que transaction, garantie financière ou autre, le produit est assez simple. Après, c'est vrai que ça devient complexe en gérance avec la garantie des loyers impayés, le syndic, je n'en parle pas, avec toute la panoplie. Donc aujourd'hui, avec SMA BTP, l'appui de SMA BTP, on est en capacité de répondre pratiquement à l'ensemble des problématiques assurantielles des confrères. Donc, bien évidemment, le confrère qui souhaite se diversifier peut venir et effectivement nous demander l'ensemble des produits. Le constat, je pense que c'est mon confrère qui l'a indiqué, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos confrères puissent exercer complètement leur devoir de conseil, même si c'est compliqué, parce que de temps en temps, c'est comme très spécifique. Mais je pense notamment à la garantie des loyers impayés. Pour moi, c'est pas concevable qu'un client qui vienne voir un investisseur, on sait que le principal problème d'un investisseur aujourd'hui, c'est quand même l'impayé, et qu'on ne puisse pas lui proposer immédiatement la solution de garantie des loyers impayés. Donc voilà pourquoi on va dans le sens de la diversification et dans le sens effectivement de pouvoir amener l'expertise maximum, mais je dis bien toujours avec une vision d'administrateur de biens. Assurance, c'est bien beau, mais moi je ne me considère pas comme un assureur. Globalement, je suis un administrateur de biens qui essaye effectivement d'être performant et de proposer des solutions performante aux clients de l'administrateur du bien. Et c'est vrai que c'est important de le préciser. C'est vrai que la GLI, ça répond à la première crainte des investisseurs. La crainte de ne pas percevoir son loyer, c'est la première crainte. Et Guillaume, tout à l'heure, vous avez évoqué donc cette crise qui a frappé chaque professionnel de plein fouet, il faut le dire. Justement, j'aimerais revenir là-dessus. Quels signaux financiers doivent alerter sur le fait qu'il est temps de diversifier ? La trésorerie des agences, c'est la première chose. C'est-à-dire que quand vous voyez des agences qui ne peuvent plus y arriver parce qu'elles n'arrivent plus à faire face à leurs charges, c'est qu'à un moment donné, leur modèle de fonctionnement ne suffit plus. Donc ça, c'est, en tout cas pour nous, c'est ce qu'on a vu de plus immédiat. Après, ce qui doit alerter, il y a tellement de choses qui doivent alerter, en ce moment, on ne sait plus. Mais la première chose, je crois que c'est ce que vous dites, c'est que les clients doivent être en capacité de trouver une réponse à leurs attentes. Voilà. Donc, pour moi, la première alerte, c'est que si on n'est pas capable d'accompagner le client jusqu'au bout, et c'est ce que disait mon confrère, c'est déjà un signal comme quoi on est en train de perdre une part de marché. En tout cas, on ne répond plus aux attentes. Voilà. Donc, il y a plusieurs alertes. Mais ce qui nous a frappé ces dernières années, en tout cas depuis les 4 dernières années, c'est vraiment la santé financière, le business model d'une agence ne tient plus. En tout cas, des agences qui étaient ultra performantes sur la transaction, quand tout s'arrête, il n'y a plus rien qui rentre. Donc vous perdez vos salariés, vous n'arrivez plus à faire vivre votre entreprise. Donc de ce constat-là, on s'est dit on ne peut pas être soumis. Avant, il y avait des cycles assez longs. L'immobilier arrêté, repartait, on se sentait. Là, maintenant, on voit bien qu'on est confronté à des cycles ultra courts. On n'a pas le temps d'en finir un, que ça redémarre sur un autre. Et c'est très difficile, je pense, maintenant d'avoir une vision à long terme. Donc il faut vraiment créer du récurrent pour que les gens puissent tenir. Oui, en fait, ça fait clairement, quand on a une activité récurrente, c'est une rentrée d'argent pour parler concrètement. C'est une rentrée d'argent chaque mois qui est assurée. On n'est plus dépendant du marché, de la transaction. Nos confrères qui font de l'administration de biens ou de la gestion ont vécu la crise certainement aussi difficilement, mais enfin tout de même avec un peu plus de sérénité parce que tous les mois, il y avait quelque chose où on pouvait faire face aux charges courantes. Quand vous ne faites que de la transaction et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, ceux qui font du syndic, c'est un métier très intéressant qu'on a développé aussi chez Orpi depuis quelques années. Bon, voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de capacité, mais qui vous offre aussi une sécurité. Donc, les métiers de transactionnaire pur, difficile. En revanche, Eric, pour réussir à être rentable quand on fait de l'administration de biens, il faut un certain nombre de lots à gérer. Là, on en discutait, c'est vrai, hors antenne, c'est ce que vous disiez là il y a quelques instants, avant d'avoir des revenus qui sont conséquents, de pouvoir en vivre en tout cas. C'est vrai que ça met un certain temps. On met un certain temps à créer un portefeuille, à avoir des clients. Exact. Alors, quand on crée une agence immobilière, il faut se concentrer sur ce qui va rapidement produire de la trésorerie. Et il faut effectivement, comme c'était dit par Cédric, effectivement, il ne faut pas être sur tous les fronts, parce qu'effectivement, on risque de mal faire les choses. Donc, ce qui permet d'être le plus efficace rapidement, c'est la transaction. Ceci dit, pour reprendre sur les signaux d'alerte, il ne faut pas attendre les signaux d'alerte. C'est dès qu'on a la possibilité de créer un portefeuille de gestion, alors on peut effectivement, dans un premier temps, proposer ce service-là sous forme de nourrice, ce qu'effectivement, puisque comme je disais tout à l'heure, il faut proposer ce service et il faut proposer tous les services de l'immobilier, mais dès qu'on est en mesure de mener soi-même cette activité d'administration de biens, il faut le faire, bien évidemment. Donc il ne faut pas attendre les signaux d'alerte, il faut effectivement être le plus rapide possible, de manière à proposer ce service en direct,
tout simplement parce que c'est un moyen, comme ça a été dit aussi, de générer de la trésorerie régulière, d'avoir du récurrent, parce que effectivement la transaction, c'est toujours soumis à aléas, alors que la gestion est beaucoup plus régulière. Donc pour la pérennité de l'entreprise, il est essentiel de s'occuper rapidement de l'administration de biens. Est-ce qu'il y a des freins pour passer justement à un modèle d'agence qui propose plusieurs activités, multi-activités? Est-ce qu'il y a des freins pour justement les gérants d'agence? Et est-ce qu'il y a des leviers à actionner pour accompagner plus vite le changement? Il y a des points d'attention. Un des points d'attention qui va surprendre l'agent immobilier, qui est d'abord une ADN de transactionnaire et qui a affaire dans son modèle économique et dans sa gestion de l'humain à des profils commerciaux, donc à des profils plutôt ronds, c'est de faire cohabiter des ronds et des carrés. Parce que quand vous allez générer une activité d'administration de biens ou de syndic de copropriété, vous allez avoir un personnel qui est fondamentalement différent dans sa structure, les horaires ne sont pas véritablement les mêmes, les règles non plus, les façons de voir les choses non plus, et ni les attentes. Donc il faut, on rentre aussi dans une configuration dans laquelle il faut anticiper ce lien social pour que l'on puisse, parce que la clé de réussite d'une agence qui réussit à être performante dans ces trois métiers, c'est aussi la capacité qu'elle va avoir à créer une synergie entre tous les services avec le syndic de copro qui évidemment va être pivot parce que tout part du syndic de copro. On a potentiellement aussi un chiffre d'affaires et des prospects dans ces lots pour des nouvelles gérances, pour des clients en transaction immobilière. Donc pour que tout cela fonctionne, il faut qu'il y ait une espèce d'alchimie qui fonctionne aussi dans la relation sociale de l'entreprise et pour que tout se maille et ne fasse qu'un. Donc un point de vigilance, c'est aussi le recrutement. Point de vigilance, recrutement, dans une période où les codes évoluent grandement concernant surtout les jeunes et les évolutions un petit peu sociétales qu'on a dans sa relation au travail et à l'entreprise. Je fais partie d'une génération et je pense qu'autour de la table, on est tous concernés par cette préoccupation. Nous, on a plutôt été élevés dans le sens qu'il fallait vivre pour travailler. Aujourd'hui, on a une migration sociale où on est plutôt dans l'idée de travailler pour pouvoir vivre. Donc toute cette prise en compte humaine, sociale, devient aussi une véritable clé de voûte dans la stratégie et l'accompagnement de nos entrepreneurs, parce que quand vous êtes transactionnaire et que vous êtes purement transactionnaire, vous êtes un super commerçant. Et quand vous commencez à diriger une entreprise avec 20, 30, 40, 50 personnes, 3 services et puis des problématiques différentes, vous avez une notion entrepreneuriale qui prend le pas et qui fait en sorte que la pérennité de son entreprise et sa performance va être aussi très attendue sur le plan humain et social. Alors, on parlera peut-être un peu plus en détail des conseils que vous donnez justement à ces gérants d'agences qui sont en train de se diversifier ou qui aimeraient se diversifier. Gérard, côté valorisation d'agence, en quoi un portefeuille administrateur de biens change l'équation à la revente ou lors d'une transmission ? Je pense que les coefficients, on les a en fait, mais alors, simplement avant de venir à ces coefficients, il y a aussi quelque chose qui me paraît important pour éclairer le débat. C'est qu'aujourd'hui, les parts de marché, parce que ça reste diversifié, c'est très très bien, mais encore faut-il qu'en face, on ait des parts de marché. Et s'il y a vraiment un marché qui est complètement open pour moi aujourd'hui, c'est la gérance locative. C'est le marché où en 10 ans, on a perdu des parts de marché en fait. On est passé de 40% pratiquement à 33% en gros tiers. Donc ça veut dire qu'il y a 77% de propriétaires bailleurs qui se gèrent seuls. Les 2 tiers du marché sont gérés seuls. Donc c'est une vraie équation et en tout cas, c'est un vrai marché qui est ouvert. Et ça, malgré l'intervention aujourd'hui des grands groupes d'administration de biens. Donc pour ça qu'aussi, en syndic, je crois qu'on est à 95%, donc c'est un marché qui est très professionnalisé. Donc les parts de marché, on va les chercher chez les concurrents. Transactions, je pense qu'on est également bien présent, je n'ai pas le chiffre, mais c'est 75 à 80%. Donc quelqu'un aujourd'hui sur le marché de l'administration de biens, s'il amène des solutions, pour moi, il y a quelque chose à faire pour répondre et pour être dans le prolongement de ce que vient de dire Cédric. Les valorisations, bien évidemment, la valorisation, la gérance locative, ça reste une activité qui est rentable. Donc, de facto, une activité rentable et récurrente se revend sur des coefficients qui sont, on va dire, 2 fois supérieurs au syndic et 4 fois supérieurs à l'activité de transaction, pour ne pas avoir les chiffres. Ouais. Donc, c'est important. Cédric, vous vouliez réagir ? Oui, pour rebondir sur les propos de Gérard, que je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit, on a aussi une petite niche sur laquelle les modèles traditionnels de syndic de copropriété
n'arrive pas à répondre, parce qu'on ne trouve pas le modèle économique qui convient, c'est les petites copropriétés. Il y a un véritable problème concernant toutes les petites copropriétés de moins de 15 lots, qui nécessitent le même travail qu'une copropriété de 100 lots. Hein. Je veux dire, l'intendance globale et générale est la même, sauf que c'est des copropriétés qui étaient bien souvent tenues par des syndics bénévoles. Aujourd'hui, les responsabilités des syndics bénévoles, leurs responsabilités commencent un petit peu à leur faire peur, et ils cherchent de plus en plus de professionnels syndics pour pouvoir assurer la gestion de leurs copropriétés. Nous, c'est des copropriétés que nous ne développons pas, parce que les modèles économiques pour pouvoir répondre favorablement à un travail va revenir à un prix du lot qui défie un petit peu les règles du marché. Et là, il y a un véritable, peut-être, modèle économique dans le cadre d'une diversification pour certains syndics qui partent de zéro, de partir de cette base et d'imaginer des modèles sur lesquels on puisse avoir une rentabilité en se spécialisant dans les petites copropriétés. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser pour des confrères qui voudraient engager cette évolution dans le métier de syndic. Donc là aussi, il y a un marché à prendre. Guillaume, au sein d'Orpi, c'est vrai qu'on parlait du recrutement tout à l'heure. Qu'en est-il justement pour... est-ce que c'est difficile pour les agents de recruter? Je pense plutôt au métier de syndic. Alors vous le faites peu, mais vous le faites quand même un petit peu. Oui, là on espère avoir une centaine de confrères qui fassent du syndic. Parce qu'on en parle beaucoup, c'est vrai que c'est pas un métier qui séduit beaucoup les talents. Non, mais on a au sein du conseil de gérance des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment clairement donné une feuille de route. Nous, on vise une centaine de syndics en plus là, à la fin du mandat. D'accord. Recruter, je crois que pour tout le monde, c'est difficile de recruter. Il n'y a pas de martingale. Le recrutement aujourd'hui, on a des problèmes générationnels, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même conception et le rapport au travail. Donc, effectivement, on fait partie d'une génération où on n'avait pas ce regard. Aujourd'hui, les gens veulent vivre autrement. Je le vois au siège, je le vois dans les agences. Donc, nous, on va mettre un accent... on est conscient de ça. On a besoin de recruter. On a mis en place tous les outils qu'il fallait pour recruter des jeunes, surtout. Des gens qui travaillent différemment, qui veulent de la mobilité. Donc ça, on a fait un gros effort là-dessus et on commence à en percevoir les fruits. Et pourquoi c'est important qu'il y ait de la mobilité? Parce qu'ils seront au siège et ils vont se balader dans les agences. Les gens veulent plus être figés derrière un ordinateur et le point fixe du matin à 9h, c'est tout à fait pareil partout. Ça dépend aussi de la forme de management. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui sont capables de travailler le dimanche ou le samedi soir, de faire de leur rapprochement. Enfin, il faut qu'ils puissent être mobiles et travailler de partout, d'où ils veulent et quand ils veulent. Donc ça, on a fait un gros effort là-dessus depuis 2 ans et on est au bout. C'est-à-dire on commence à en percevoir les fruits. Là où on avait du mal à recruter, maintenant, on revoit. On a lancé des concepts d'Orpi Village qui font que dans des régions où il n'y avait plus personne, on a mis ce ne sont pas des agences low cost, mais ce sont des mandataires qu'on a fait revenir vers le modèle d'agence vitrée ou pas vitrée. Donc le recrutement, on n'est pas désarmé face à ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande campagne, mais je ne peux pas tout dévoiler, sinon c'est plus drôle. Mais vous allez voir ça très prochainement. Sinon, je donne tout. Je vais me faire engueuler par ma directrice. Ouais, c'est ce que j'allais dire, attention. Il va me dire, attention, heureusement que ce n'est pas en direct. Parce que là, si c'est en direct. C'est en direct, et ben voilà, c'est en direct. J'ai mis le téléphone sur mode avion. Mais donc, non, mais... De toute façon, on est tous, je pense, que ça soit Eric, que ça soit moi, les autres réseaux, on est tous en train de chercher la solution pour que nos associés, nos franchisés s'épanouissent, donnent envie de faire ce métier, que nos clients soient contents. Ce que disait Gérard, on ne peut pas tout faire. Nous, on n'a pas la prétention de tout faire et tout apporter. Par contre, on a compris une chose, c'est qu'il faut apporter plus de services. Et tout à l'heure, dans la question de quel est le frein, moi, je crois que le premier frein, c'est toujours soi-même. C'est-à-dire quelle barrière on se met, quelle limite on se met pour pouvoir faire. Donc, si on arrive à montrer que c'est faisable... Moi, par exemple, je sais que j'ai un tiers du réseau qui nous soutient vraiment massivement en disant « Ok, votre direction, on la prend, on y va ». J'ai les 2 tiers qui disent « Oui, vous avez raison, il faut aller vers ça, mais hâtons-nous lentement et pourquoi pas plus tard ». Bon, c'est la nature humaine. Donc, tous ceux qui nous regardent, effectivement, la gestion, il y a des marchés à prendre, il y a plein de choses à faire. Si on veut que les professionnels de l'immobilier émergent, il faut se tirer dessus un peu, c'est-à-dire qu'il faut se former, il faut aller chercher des diplômes, il faut s'oriasser, enfin toutes ces choses qui ne sont pas forcément très rigolotes à faire, mais il faut le faire parce que sinon nos clients continueront à aller ailleurs ou gérer eux-mêmes. Donc on est à un tournant, finalement ça fait des années qu'on tourne autour, donc si on veut devenir des incontournables, pour être incontournable, il faut être meilleur dans ce qu'on fait. Donc ça implique beaucoup de rigueur et dans ces périodes de crise, quelque part, c'est une opportunité aussi pour se transformer. Parce que quand tout va bien, on n'a pas envie de se transformer. Et quand tout va mal, c'est plus facile de faire passer des réformes parce qu'à un moment, les gens se disent « oui, il faut qu'on trouve une solution ».
Et c'est intéressant ce que vous disiez sur le ressenti de ceux qui sont à l'intérieur de votre coopérative dans les agences. Donc il y a les 2 tiers qui sont peut-être un peu moins enclins à bouger. Mais moi j'ai un réseau adorable, un réseau de Gaulois, c'est-à-dire que des Français qui voudraient que ça remarche comme avant, mais finalement sans trop d'efforts. On l'a vu, on l'a mesuré avec notre transformation digitale qui s'est faite. Les gens auraient voulu que ça aille peut-être plus vite. Bon, voilà. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que la facilité, ça n'existe pas. La période glorieuse qu'ont connue nos aînés, où tout se vendait, il y avait une crise de temps en temps, parce que moi, ça fait 30 ans, mais avant, ça marchait quand même assez bien. Et ben voilà, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Là, on va vivre avec des incertitudes politiques, économiques. Maintenant, on regarde ce qui se passe en Chine, aux États-Unis. Partout. Voilà, il y a pas tous les matins au point de l'agence, je leur dis, il n'y a pas de certitude. La seule certitude, c'est qu'est-ce que vous allez apporter comme solution à vos clients. Voilà. Ils ont besoin de vendre, de louer, de gérer, de faire du syndic, de s'assurer, de faire des financements, de tout. Donc, c'est notre capacité à pousser les gens vers l'excellence. Il a raison, je veux dire, je partage pleinement ses propos et quelque chose nous lie tous les 4. Parce qu'on dit souvent que le point de départ, c'est la transaction, on se l'est naturellement dit en faisant ce tour de table. Et pour performer aussi dans la transaction, dans l'évolution des mentalités, alors sur le plan mondial, nous sommes très en retard dans l'évolution de ces mentalités. Nous sommes tous les 4 convaincus pour en être membres au niveau du conseil d'administration. Le partage de mandats et les professionnels transactionnaires qui en 2025 ne partagent pas leur mandat, c'est pour l'évolution et la performance du métier, la reconnaissance de l'agent immobilier envers le client, c'est impossible. C'est déjà un des premiers leviers, un des premiers verrous qu'on doit faire sauter. Toute la profession doit se mailler pour que le business ne fasse qu'un et que les professionnels de l'immobilier partagent leur mandat via Amanda. Et qu'est-ce que... Alors oui, Amanda, donc ex-fichier Amepi pour ceux qui nous rejoignent et qui ne suivent pas. Justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont réfractaires à ce partage de mandat? Parce qu'il y en a encore, hein. Il y a des professionnels qui ne veulent pas jouer le jeu, qui ne veulent pas partager leur mandat exclusif avec la concurrence. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ce sujet-là? Je ne vais pas détourner l'attention de la thématique de la table, mais je leur réponds simplement que dans d'autres pays où cette intelligence est devenue une culture, 95% du marché appartient à la profession. Vous pensez pour ne pas dire 99%, l'Amérique du Nord, même l'Amérique francophone. Exact. Alors nous, effectivement, la marque est d'origine américaine, comme vous savez. Oui. Donc on est tout à fait convaincus de tout ça, tout simplement parce qu'il faut servir le client. C'est tout simple. Donc en lui offrant beaucoup plus de possibilités, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur, on sert beaucoup mieux le client. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus, c'est juste un fait. Donc la difficulté qu'il y a, c'est de la mise en place de tout cela au niveau des égos, des précarés, des peurs, etc. Donc c'est toute cette difficulté-là, humaine finalement, qu'il faut renverser. Alors on parlait du recrutement tout à l'heure. Alors le recrutement, c'est essentiel. Je pense que c'est vraiment le point numéro 1 de toutes les agences immobilières, tout simplement parce que c'est un métier de service. Donc qu'est-ce qu'on vend? On veut une capacité à inspirer confiance et à être au niveau du service attendu. Donc c'est absolument essentiel. Mais le recrutement, c'est pas tout. Une fois qu'on a recruté, il faut former, il faut animer, il faut motiver, il faut se donner des possibilités, il faut garder. C'est pour ça que le fait d'avoir effectivement plusieurs métiers, ça permet de pérenniser l'agence, d'avoir un projet de développement, peut-être de créer d'autres agences demain. Nous, on a beaucoup de franchisés qui ont créé des agences avec leurs négociateurs, avec leurs collaborateurs, de nouvelles agences. Ce qui a permis à des gens qui, au départ, n'avaient même pas, peut-être pour certains d'entre eux, l'intention de rentrer dans l'immobilier et de prospérer dans ce métier-là, tout simplement parce qu'ils ont les capacités humaines qui leur permettent de le faire. Et grâce à la franchise, grâce effectivement à la mutualisation de ces services, on arrive à permettre cette évolution. On l'a dit, donc la gestion locative, le marché de la gestion locative est gigantesque. Comment justement se démarquer pour aller chercher des clients en tant qu'ADB? Est-ce que c'est, je sais pas, des produits assuranciers qui vont se démarquer? Je pense au GLI par exemple. Est-ce que comment se démarquer? Comment aller chercher? Est-ce que c'est en termes d'honoraires? Comment aller chercher le client? Déjà, je pense aussi qu'il manque un constat, c'est la transaction. On est obligé de constater qu'aujourd'hui, France entière, c'est le chiffre d'affaires prépondérant des agences immobilières. Et à Lyon, les chiffres qu'on a en garantie financière, c'est 4 fois, c'est pratiquement 3 milliards et quelques d'euros de transactions, et pour 1 milliard de gestion et 800 millions d'euros de syndic de copropriété. Ouais. Donc le constat est là, et là je vous rejoins. Je pense que la transaction, par contre, ça reste
c'est le pilier. activités de base du service pour lesquelles nos clients nous consultent, en fait. Alors après, la réponse, et là je rejoins aussi le fait de structurer, parce qu'un cabinet de syndic, c'est vrai, cabinet de syndic, même quand on rentre 3-4 lots, il faut déjà tout de suite pratiquement 2 personnes et demie, voire 3 personnes, le profil comptable ou autre, donc c'est pas facile. L'assurance, même chose. Alors l'assurance, ce qu'on essaie de proposer de plus en plus, c'est une digitalisation systématique de tous les produits, de façon à ce que tous les confrères sur place, c'est le back-office, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'aient pas besoin d'avoir chez eux, à part la proposition, mais d'avoir le back-office, je pense à la MRH, la multirisque habitation, votre locataire qui arrive ou le nouveau propriétaire qui y arrive. Effectivement, on n'a pas besoin, à part le conseil de départ, il suffit effectivement d'aller sur le site et de sourcer. C'est fluide, voilà. Et ça ne nécessite pas, dans chaque cabinet, de structurer de manière importante, sauf le besoin, effectivement, quand on a un nombre de lots. Donc, ça permet également d'avoir, et puis une rémunération qui n'est pas effectivement extraordinaire, mais en tout cas qui est une rémunération complémentaire. En période de crise, quand on parle de trésorerie, bah oui, ça fait des produits annexes. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde... beurre dans les épinards. Toujours. Oui, bien sûr. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment aller chercher... Parce que là, vous parlez de 77% de bailleurs propriétaires qui gèrent seuls leurs biens. Comment aller les chercher? Parce qu'ils ont déjà acheté le logement, donc ils ne vont plus repasser la porte de l'agence. Si, justement. Il ne faut pas qu'ils quittent l'agence, en fait. Bah là, ils ont déjà quitté. Il ne faut pas qu'ils quittent l'agence. Pour moi, si vous voulez, un client qui vient voir, je me répète, sur le produit d'investissement, il n'est pas normal qu'il quitte votre agence, on vous l'a dit, il y a une solution de garantie de loyer à payer. Voilà, ça c'est la vraie valeur ajoutée du confrère. Et le fait que ça y est, le client se dit, bah oui, je vais gérer tout seul, mais il va falloir que je gère mon assurance copropriété. Donc c'est ça en fait, pour moi, aller rechercher, humblement, pour la partie de Galion et SMA BTP, c'est d'avoir un vrai back-office et puis surtout d'avoir un vrai panel de produits. Je rappelle, nous sommes professionnels de l'immobilier, qu'on a créé nous-mêmes pour les professionnels et bien évidemment dans des conditions économiques les meilleures. Voilà. Donc c'est ça en fait. Mais c'est pas laisser partir ce client, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est parti, on sait ce que c'est en fait. Il va se dire finalement oui, je trouve un locataire, et c'est vrai qu'aujourd'hui assez facilement, la difficulté, c'est de dire vous avez le package complet. Et il faut s'occuper de lui. Nous, on a mis en place les avis clients. Quand on a mis en place les avis clients dans la transaction, ça fait longtemps. Bon, voilà, il avait déjà fallu faire avancer ça aux transactionnaires. Bon, quand on a dit qu'on allait le faire pour la gestion, la location, alors là, aïe, aïe, aïe. On a eu une levée de bouclier. Parce que c'est normal. La première chose qu'on m'a dit, c'est, mais tu te rends compte, tous les insatisfaits vont nous le dire. Eh ben, je suis OK, ils nous le diront. Ils vont nous le dire. Par contre, tous les satisfaits, peut-être qu'ils vont dire aussi qu'ils sont contents, parce que quand une gestionnaire ou un gestionnaire fait bien son boulot, il y a quand même des gens qui savent dire merci. Donc, pour aller chercher les clients, il y a mille et une façons. C'est déjà d'avoir une équipe qui soit efficace et compétente. Donc, mais ça vaut pour tous les réseaux. Et c'est peut-être, ce que je dis, c'est presque idiot, mais c'est tellement... La vérité, en fait, c'est que si vous avez des gens qui sont au service de vos clients, qui s'arrachent pour leur trouver des solutions et qui font pas le mort quand il y a un problème, bah déjà, ça se sait, parce que les gens parlent. Ensuite, le bouche à oreille, les avis clients, quand vous affichez clairement ce que vous faites de bien, je crois que nous, on a un WhatsApp d'agence, j'ai 2 agences. Ce matin, je vois notre gestionnaire avait un magnifique avis. On le partage même avec les transactionnaires. Tout le monde se réjouit. Et en plus, elle est citée. Donc, ça veut dire que quand on nous dit que Laureline a eu un bon avis en gestion, et ça se voit, et ça se voit sur Google et partout. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire juger par les clients. Parce que quand on commence à cacher, alors on ne développe pas. Pour rayonner, il y a deux axes. Il y a les prospects, qui ne connaissent encore pas l'agence, puis comme Gérard le soulignait, ceux qui ont déjà franchi le seuil de la porte de l'agence. Pour rayonner, le levier vis-à-vis des prospects, le levier premier, c'est la qualité de la marque. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, avec la marque, la marque peut être un réseau, mais vous pouvez avoir aussi une marque indépendante qui rayonne très fortement localement. Après, c'est un choix entrepreneurial. Et quand le prospect n'est plus un prospect et devient un client, bien à ce moment-là, il faut le fidéliser. Et nous, à l'agence, on a basé notre fidélisation sur 3 fondamentaux. Je pense que l'ordre de ces fondamentaux, avec le temps et l'évolution sociale, a grandement évolué. Aujourd'hui, nous, le socle de nos fondamentaux, c'est qu'individuellement, chacun dans l'entreprise se sente bien à son poste et dans son job. Pour nous, c'est la préoccupation première. Parce que de cette préoccupation, compte tenu de cette évolution des mentalités, de la relation qu'on a au travail, si chacun individuellement va bien et qu'on s'en préoccupe,
alors le groupe ira bien, donc la performance de l'entreprise ira bien. Et si la performance de l'entreprise ira bien, alors les clients le sentiront et se sentiront respectés et considérés. Je pense que ces socles-là, si on les avait questionnés il y a 10 ou 15 ans, on n'en aurait même pas parlé du bien-être individuel de chacun, parce que c'est quelque chose dont on ne se préoccupait pas. En 2025, on n'a jamais autant parlé justement du mal-être. Vous l'évoquiez tout à l'heure brièvement, hein, Guillaume. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui n'ont pas les mêmes attentes face au travail que d'anciennes générations. Aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, on travaille pour vivre. Et ce bien-être au travail, en 2025, est-ce qu'il est facile à obtenir pour ses collaborateurs? Il n'est pas facile, mais il nous dépasse aussi un peu. Je veux dire, on est aussi un petit peu, quelque part, les victimes d'un système qui ne va pas très très bien. On avait aussi, quand on a commencé et qu'on vivait pour travailler, cette valorisation sociale par le travail. Ouais. Moi, au retour de l'été, j'ai des assistantes comptables ou des personnes qui sont en poste administratif, qui n'ont pas de rémunération variable comme les commerciaux peuvent les avoir. Quand je leur ai demandé si elles avaient passé de bonnes vacances et où elles étaient allées, elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas pu partir. Donc il y a aussi aujourd'hui une évolution du coût de la vie qui fait que le travail ne valorise plus nécessairement tout le monde. Et donc ça, je pense que il y a un problème de salaire. C'est un sujet politique. La vie coûte très très cher. Nos entreprises sont aussi énormément pressurisées, taxées, en charge et taxées. Donc à un moment donné, nous sommes les otages de pouvoir résoudre cette équation à ce que chacun individuellement se sente bien dans son poste et dans son travail. Mais on ne peut pas jeter la pierre aux salariés qui soudainement se seraient désengagés par une prise en compte, on va dire, nouvelle de la relation qu'ils ont au travail. C'est aussi que le travail socialement aujourd'hui ne valoriserait plus à la hauteur où il devrait valoriser. Donc il y a un travail, il y a un enjeu, il y a un sujet politique évident. La crise aujourd'hui, on est pleine crise sociale, n'est pas un hasard, c'est le reflet de ce que nous vivons, mais nous on le subit tous les jours dans notre entreprise et on doit faire avec pour trouver des systèmes qui nous permettent de générer de la richesse et de rémunérer à la meilleure des hauteurs notre personnel. Et donc ces sujets-là font partie de la vie d'un dirigeant d'entreprise, font partie justement d'une agence qui a fait le choix de se diversifier. C'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien au final. On passe de commerçant à entrepreneur. Donc notre quotidien en tant qu'entrepreneur, il est principalement de régler ces problématiques-là. C'est des problématiques que vous rencontrez, que vous posez quotidiennement? Oui, absolument, avec toujours la même problématique, c'est-à-dire s'adapter. Il faut en permanence s'adapter. Il faut être rapide, il faut s'adapter. Dans le monde dans lequel on vit, tout va très vite. Et l'individu, au sens premier du terme, quel que soit le métier qu'il pratique dans l'immobilier, où on est effectivement dans du service pur, est la clé de tout. Et il faut toujours se mettre à la place du client. Pour prendre l'exemple, pour continuer sur le portefeuille de gestion, vous avez peut-être un propriétaire qui va vous demander de faire beaucoup plus qu'un autre. Il va vous demander peut-être, il y aura un locataire qui va se plaindre, qui va dire il y a de l'air qui passe sous la plainte. Vous avez l'administrateur de biens qui dit je fais venir une entreprise, et il y a celui qui va y aller, qui va regarder et qui va voir déjà ce qui se passe. Évidemment, c'est pas un technicien, il pourra pas régler le problème. Vous voyez, c'est ce type de service-là qu'il faut être prêt à mettre en œuvre pour le client. C'est-à-dire il faut avoir le regard et la perception du client. Heureusement, tous les clients ne sont pas comme ça et on n'a pas toujours des problèmes d'air qui passe derrière la plainte, mais c'est ça qui fait la différence et c'est pour ça qu'on paye quelque chose. Alors la difficulté, c'est quand on touche en moyenne 50 € par mois pour un lot, on se dit attendez, le temps que ça va me prendre, etc. Effectivement, c'est pas forcément évident. Donc il faut arriver à mutualiser tout ça. Mais c'est la clé, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les parts de marché des professionnels sont pas suffisamment élevées, parce que le service attendu est peut-être pas au niveau de ce qui pourrait être fait. Et là, il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Se remettre en question. Il faut se remettre en question en permanence. Il faut être réactif et il faut s'interroger et s'adapter aux demandes des clients actuels. Ça, c'est la clé. Et aujourd'hui, tout va vite. Le monde va vite, la communication va vite. Donc, il faut aller d'autant plus vite. Et si on n'avance pas, on recule, comme on dit. Qui n'avance pas recule. Donc, il faut vraiment s'interroger tout le temps sur ce qu'on doit mettre en œuvre, sur ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Nous, on a fait le choix aussi d'être certifié Bureau Veritas. Tous les ans, on a un certificateur qui vient examiner tous nos process, qui donne son avis sur un certain nombre de choses, avec des préconisations, avec des choses qui sont toujours effectivement une remise en question. On a besoin de cette remise en question. Elle doit être permanente, que ce soit dans le métier de l'administration de biens, dans le métier aussi de syndic et dans le métier de la transaction.
On le voit, hein, on parlait de ceux qui traversaient la crise, hein, ceux qui ont traversé la crise. Moi, je reçois depuis 5 ans des centaines de professionnels sur mes plateaux. C'est ceux qui se remettent tout le temps en question, en fait. Oui. Clairement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, je pense que c'est fini le temps où on pouvait se dire c'est comme ça et ça bougera pas. C'est ce que vient de dire Eric. Enfin, tout, je pense. Les rentrées de septembre sont toujours intéressantes. Quand au niveau des RH, on sait très bien que vous avez 2 rentrées, c'est janvier et septembre. Bon, septembre, c'est là où tout le monde se dit je veux changer de vie, je veux repartir vivre là, où je vais tout changer. Donc, déjà, vos entreprises, vous savez qu'à partir de juillet, vous êtes en train de commencer à vous dire comment je vais faire septembre. Et quand septembre arrive, ce à quoi vous avez pensé, c'est pas forcément ce qui arrive, mais c'est autre chose. Donc, vous êtes en permanence obligé de vous adapter. Et je pense que le maître mot, c'est s'adapter et se former. Ce que disait Eric, c'est que c'est un tout, en fait. En fait, on est en train de passer à une époque où on pouvait faire le métier, alors, je dis ça avec du recul et entre guillemets à la cool, c'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de vous former beaucoup, il n'y avait pas tant de concurrence que ça et les gens n'étaient pas tellement informés. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous trouvez quasiment des tutos sur tout. Donc, pour qu'on prenne notre place et qu'on la maintienne et qu'on gagne des parts de marché, il faut presque écrire les tutos. En tout cas, il faut au moins les avoir vus et puis être conscient de ce qui se passe. Allez, pour finir, une petite question à chacun d'entre vous. Quel sera, selon vous, le critère déterminant de réussite pour une agence immobilière dans les 5 prochaines années? Pas facile comme question. Hein. Moi, je dirais continuer à s'occuper de ses clients de manière extrêmement poussée, en ayant toujours le souci de gérer son entreprise de la bonne manière, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais je dirais, il ne faut jamais oublier d'où on tire son argent, d'où on tire ses revenus, d'où on tire son efficacité des clients. Donc il faut toujours être tourné vers le client, la satisfaction des clients, se poser des questions, comme j'ai dit, s'adapter, se remettre en question et toujours avoir le souci de la bonne gestion de son entreprise. On le voit pendant la période qu'on a traversée où ça a été difficile pour certains parce qu'effectivement, ils ont connu une période faste, extrêmement facile, où il suffisait de se baisser, les clients s'échouaient quasiment devant les agences et après, c'était plus du tout la même chose. Et on a pris des habitudes pendant cette période, peut-être des habitudes de dépenses, des habitudes où on comptait pas, où on comptait moins. Et là, subitement, on s'est retrouvé face à un mur, à un problème. Et là, il a fallu réagir, il a fallu être en mesure de suffisamment s'adapter rapidement. Et ça, c'est pas facile. Donc toujours cette idée de la gestion d'entreprise. Moi, je pense que c'est ceux qui simplifieront la vie du client, en tout cas qui apporteront une diversité de services pour permettre au client de ne pas avoir à s'épuiser et aller partout. Donc, c'est d'offrir plus de services et de les maîtriser. Cédric Gérard, même question. Oui, alors moi, sinon, j'ai une boutade. C'est-à-dire qu'effectivement, les agences seront celles sans doute qui feront appel à des prestataires extérieurs tels que Galian SMA BTP en capacité d'assister ses confrères. Donc voilà, on est prêt à assister tout le monde. Et en tout cas, où je rejoins une chose, c'est qu'effectivement, ça bouge terriblement et que c'est même plus de 10 ans maintenant, c'est tous les 3-4 ans où on a quasiment une petite révolution à les gérer. Cédric, le mot de la fin. Pour accompagner toutes les qualités que je partage, que mes confrères ont évoquées, une bonne caisse à outils. Et dans sa caisse à outils, un syndicat fort pour défendre nos intérêts, une association pour partager ses mandats, émailler notre business, un assureur solide, Galian SMA BTP, et un portail qui nous permet de diffuser nos offres partagées par la profession, qui s'appelle Bien Ici. Cette caisse à outils doit être solidement protégée et partagée par tous. Et je pense que ça sera un effet levier pour la profession qui sera gagnant-gagnant. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour vos conseils éclairés, pour votre analyse dans un marché, je vous le rappelle, en pleine mutation. La capacité à se réinventer, à combiner expertise et ouverture s'impose donc comme la clé pour bâtir l'immobilier de demain. Tout de suite, pour une toute nouvelle table ronde, 15h, on parle rénovation énergétique et puis je vous donne rendez-vous à 16h pour parler innovation et intelligence artificielle qui est en train de révolutionner l'immobilier. À tout de suite.